Ok, super. Merci, bonjour à tous, merci Camille. Donc enchanté, merci de du coup nous accueillir ici chez BPI. Donc je vais vous présenter un peu plus dans le détail notre startup, notre société AstraChain. Bonjour monsieur. On a eu l'occasion d'échanger pas mal avec BPI, notamment dans le cadre d'être lauréat du concours iLab. Donc on a eu cette chance-là d'apprendre ça il y a quelques semaines. Donc on est très très fiers et merci encore beaucoup à BPI de nous avoir associés à l'innovation en France. Et donc pour revenir un peu sur ce que fait AstraChain, on est une startup qui est spécialisée dans la protection des données sensibles sur le cloud, avec bien sûr des données sensibles qui peuvent être de l'ordre personnel, donc problématiques liées à l'RGPD ou à des réglementations en Europe et extraterritoriales aussi, mais aussi des problématiques sur certaines entreprises qui ont des problématiques de données sensibles dans le sens business, donc des données secrètes, des données d'IP. Et donc on va accompagner ces entreprises dans la protection de ces données sur le cloud. Donc, pour résumer un peu pourquoi la confidentialité des données est devenue un problème critique pour les entreprises aujourd'hui, on a souvent tendance à se rappeler en fait de deux problématiques. Souvent, les problématiques liées au coût que peut avoir la donnée sensible, notamment liées aux data breaches. Donc, il a été évalué par IBM l'année dernière qu'en moyenne, pour une entreprise, un data breach coûtait environ 4 millions de dollars, donc ce qui sont des problèmes et des risques très importants pour les entreprises. Mais aussi, d'un autre côté, il y a la problématique de compliance, donc je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, qui est aussi très importante parce qu'on a de plus en plus de réglementations qui s'appliquent au niveau de l'Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Et du coup, ça pose beaucoup de problématiques pour les entreprises dans la gestion des données qu'elles ont à manipuler autour de leurs clients, autour des patients, autour de toutes données qui pourraient être relevées de ces réglementations-là. Mais d'un autre côté, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que la mise en œuvre de projets de data privacy apporte énormément de valeur pour les entreprises. La CNBC a publié un rapport cette année, début janvier, qui montre qu'en général, en moyenne, les projets de data privacy ont un ROI de 2,7, donc de 270%. C'est extrêmement important parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie sur la partie privacy, c'est que ça permet de fidéliser les clients, ça permet de leur apporter de la valeur. En fait, justement, c'est ce qu'on revient un peu là-dessus, justement, chez AstraChain, sur le fait que le trust, il se base justement sur le fait que les données que les utilisateurs vont mettre entre les mains des différents cloud providers, des différents fournisseurs de solutions logicielles, vont devoir être protégés, parce que si jamais ils ne mettent pas en place les bonnes protections, il y a un fort risque de churn. Il y a une étude qui a été poussée par Cisco en 2020, donc il y a 2 ans, juste pendant la période Covid, qui montrait que près d'un consommateur sur 2 avait déjà arrêté de consommer un service cloud ou un service software à cause de problèmes de privacy, à cause de concerns, de questionnements qu'il y avait sur la gestion des données privées. Donc, dans ce contexte-là, en fait, la plupart du temps, les entreprises, les techniciens, de façon générale, on va dire depuis un certain nombre d'années, vont mettre en avant une solution pour protéger les données sensibles, que ce soit sur le cloud ou ailleurs, qui est la solution du chiffrement. La problématique qu'on a derrière ce chiffrement, c'est que je pense que vous êtes à peu près tous au courant. Le principe du chiffrement, c'est de prendre une donnée sensible, de la désensibiliser en appliquant un algorithme qui s'appuie sur des clés. Et après, on se retrouve avec une clé dans la main qui devient aussi sensible finalement que la donnée, parce qu'elle permet de déloquer la donnée. Et maintenant, il faut se poser la question, comment je protège ces clés? Et en fait, du coup, ça devient un vrai casse-tête pour les développeurs, pour les techniciens, de savoir, OK, mais une fois que j'ai désensibilisé ma donnée, je peux la mettre n'importe où, mais qu'est-ce que je fais de ces clés? Et donc, souvent, se pose la question de est-ce que je dois faire confiance au cloud provider pour qu'il gère mes clés? Est-ce qu'il faut que j'ai mes propres infrastructures en interne pour gérer toutes ces clés-là? Et ça devient finalement aussi compliqué que la situation initiale où on avait la donnée sensible directement on-premise. Donc, AstraChain va se positionner justement en alternative vis-à-vis du chiffrement en proposant une nouvelle façon de protéger les données sensibles qui ne s'appuie pas directement sur du chiffrement sur base de clés à gérer, mais sur la fragmentation. Il y a un petit glitch sur l'image, mais juste pour vous dire, du coup, nous, notre positionnement et notre valeur ajoutée d'un point de vue technologique, ça va être de proposer une API très simple à consommer qui va être disponible pour pousser des données par les utilisateurs ou par les applicatifs. Et ces données, en fait, au travers de notre plateforme, on va aller les exploser, les fragmenter
Ces fragments, on va les stocker chez des cloud providers différents. Donc en fait, on va appliquer finalement le vieil adage de nos grand-mères qui était de dire on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour protéger la donnée. Et derrière, du coup, ça va être l'authentification de l'utilisateur qui va permettre de reconstituer, de récupérer les fragments et de reconstituer la donnée au plus proche de l'utilisateur. Donc, contrairement au chiffrement, on n'a plus cette complexité, cette gestion de quai, et on a vraiment une gestion de bout en bout qui n'a pas d'impact pour l'utilisateur parce que c'est juste la consommation d'API très très simple. Donc, comment ça se consomme tout ça? Donc, je vous ai parlé des API. Donc, on a au travers de notre plateforme un certain nombre d'API. Donc, actuellement, la première version qui a évolué en V2 cette année, elle est très orientée sur de la gestion de fichiers, donc d'arborescence fichiers. On est en train de travailler là actuellement avec, moi je ne me suis pas présenté, je fais partie des équipes techniques du coup moi. On est en train de travailler actuellement sur une autre forme des API qui est orientée Object Storage, donc type Amazon S3, on va dire compatible. Donc on va avoir du coup ces deux catégories, plutôt orienté file et orienté objet. Et derrière, on propose aussi une interface utilisateur pour les administrateurs pour leur permettre de gérer toute la gouvernance autour des données qui sont stockées au travers de nos API. Donc ça, je vous montrerai ça dans le cadre d'une démo juste après. Donc ça se matérialise un peu comme ça. Donc on a une interface graphique qui va permettre à l'administrateur de voir toutes les données qui ont été uploadées, qui a accès, de gérer les droits, de gérer du coup l'organisation des données. Et d'un autre côté, on va avoir aussi bien sûr tout le monitoring qui va être mis à disposition pour les utilisateurs et la gestion des pistes d'audit. Et d'un autre côté, on a des outils pour les développeurs ou pour les intégrateurs qui voudraient du coup utiliser cette technologie pour l'intégrer à leur propre développement. Et donc là, pour le coup, on a un portail développeur qui va permettre aux développeurs de prendre en main les API et de les découvrir, et un certain nombre d'accélérateurs qui vont lui permettre de lui mettre le pied à l'étrier, comme un kit de développement JavaScript ou encore des samples pour l'aider dans des cas d'usage, comme par exemple des cas d'usage autour du backup ou autour de la récupération de données en temps réel. Donc, pour résumer un peu technologiquement et techniquement comment ça se passe, donc comme je vous disais, on a ces API. On est une plateforme qui est orientée API first, donc aussi bien notre interface utilisateur que la consommation via le SDK s'appuie sur les mêmes API. Et ces API, en fait, elles sont hébergées sur un cluster. Donc, on utilise, en fait, on a fait un travail pour essayer de trouver le dénominateur commun le plus petit entre tous les cloud providers. Donc, en l'occurrence, on se base sur des clusters Kubernetes K3S qui ont été déployés chez chacun des cloud providers. Et on a un cluster principal de fragmentation qui est totalement stateless. Et après, on a des clusters de stockage qui vont aller stocker l'intégralité des fragments qui vont être générés suite à la fragmentation. Ce moteur de fragmentation, en fait, il s'appuie sur plusieurs couches. Donc, on a un certain nombre de couches de sécurité qui vont permettre de valider l'authentification et l'identité de l'utilisateur ou de la machine qui se connecte. Une fois qu'elle s'est authentifiée, on va appliquer du coup toutes les règles d'autorisation. Et du coup, la donnée va être dans un sens shufflée puis fragmentée pour être dispersée sur les différents cloud providers avec qui on travaille, ou dans l'autre sens, on va aller récupérer les différents fragments, on va le défragmenter, on va le déchauffer, on va le mettre à disposition de l'utilisateur. Donc actuellement, on travaille avec 4 cloud providers, comme vous voyez à l'écran. On travaille avec 2 Français et 2 Américains en se basant sur des localisations des données en Europe. Et du coup, les dernières discussions qu'on a pu avoir, notamment avec la CNIL, qui nous a sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet, font qu'on a du coup orienté plutôt la fragmentation sur des cloud providers qui sont de nationalité européenne et déployés en Europe. Donc en l'occurrence, par défaut, on va plutôt privilégier Scaleway dans notre cas, mais on a la possibilité de le déployer sur n'importe quel infra de par l'aspect cloud native dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit résumé pour vous expliquer un peu la différenciation qu'on va avoir vis-à-vis d'autres technologies du marché, et notamment les technologies liées au chiffrement classique, qui vont être souvent dépendantes des cloud providers et qui vont amener du coup de la complexité dans l'aspect intégration et l'aspect plug and play. Et un autre aspect aussi, c'est que très souvent, dans beaucoup de cas, beaucoup d'entreprises ou en tout cas de solutions sur le marché vont proposer à ce que ce soit
cloud provider ou le fournisseur de façon générale qui gère lui-même les clés, ce qui peut poser un problème parce que ça veut dire que, notamment dans le cadre de réglementation extraterritoriale comme le Cloud Act, ça peut amener à des problématiques de données qui peuvent être accessibles sous l'égide de certaines lois. Donc, ce que je vous propose, bon, je vais peut-être passer un peu plus à la démo. Je ne voulais pas forcément passer beaucoup de temps sur les slides, mais plus vous montrer comment ça marche. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est juste de vous montrer les informations qui sont disponibles sur notre site. Donc, c'est très facile à prendre en main. Vous allez sur le Getting Started, il y a un certain nombre de documents, notamment les références API, le Swagger, et toutes les informations qui vont permettre du coup de prendre en main les API. Et c'est très facile du coup, il suffit de cliquer sur Sign in Register pour se créer un compte d'essai et évaluer la technologie. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait au préalable. Donc je vais vous éviter du coup toute cette partie pour qu'on gagne un peu de temps. Donc je me suis déjà créé un compte. Donc en l'occurrence, si j'arrive à taper en même temps que je tiens le micro, je vais écrire ça tout de suite. Donc on a la possibilité de se loguer avec bien sûr des solutions du marché d'identity provider, mais aussi des propres SSO de nos clients. Et de mettre en place aussi des règles d'authentification fortes, comme du 2FA ou des mécanismes qui vont demander, par exemple, d'insérer une clé de sécurité pour vérifier l'identité de la personne. Hop, je me suis créé un petit compte de test pour vous montrer. Donc là, je vous montre l'interface utilisateur que vous voyez dans les slides tout à l'heure, qui s'appelle du coup le cockpit. Donc ce cockpit s'appuie totalement sur les API, et une fois que je me log, du coup, j'ai accès à l'arborescence de fichiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux gérer mes utilisateurs, donner des accès. Et donc là, en l'occurrence, j'ai créé qu'un folder juste pour tester. Et en fait, je vais vous parler d'un cas d'usage qu'on a eu avec un de nos clients. Donc techniquement parlant, je n'ai pas le droit de le citer, donc je vais vous donner un peu le contexte. Donc c'est un client qui est dans le monde du BTP, donc de la construction, et qui nous a du coup sélectionné et qui utilise notre technologie dans le cadre de plans de reprise d'activité dans le cas où il y aurait une catastrophe importante. Et donc en fait, les discussions qu'on a eues avec eux dès le début, c'était donc ils ont découvert notre technologie, ils se sont dit que ça pouvait leur apporter une sécurité supplémentaire, aussi bien en termes de résilience qu'en termes de protection vis-à-vis des données sensibles. Et ils sont rentrés dans une réflexion de se dire quelles étaient les données les plus importantes dont ils avaient besoin si jamais, grosso modo, ils avaient leur IT qui devait shut down. Ils sont très, très friands des technologies on-premise. Ils ne sont pas très portés sur le cloud de façon historique. Et donc, du coup, ils ont vu en nous un moyen de mettre un premier pied dans le cloud en ayant une approche justement un peu différente de gestion des données sensibles. Et donc, ils se sont posé la question des données qu'ils avaient besoin si jamais tout s'arrêtait. Et en l'occurrence, de leur analyse est sorti qu'ils avaient besoin des informations pour payer leurs salariés et pour payer leurs fournisseurs, pour pouvoir continuer à faire avancer tous les chantiers sur lesquels ils travaillaient. Et donc, en l'occurrence, ils ont mis en place, en fait, au travers de nos API, des scripts qui leur permet d'automatiser l'extraction de données sensibles des systèmes RH et des systèmes concernant les suppliers. Et ces données sensibles, une fois qu'elles sont extraites, ils appellent nos API pour les pousser automatiquement sur nos endpoints et les partager avec des utilisateurs clés de l'organisation qui devraient récupérer ces données dans le cas d'une défaillance, par exemple, d'un système. Donc en l'occurrence, là, je vais vous montrer une petite démo de ce qu'ils ont fait. Alors, eux, ils ont fait un développement custom en Python, mais qui s'appuie exactement sur ces mêmes API. Donc en fait, grosso modo, ils ont tout simplement, ils se loguent sur la plateforme. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai une clé qui a été générée et qui me permet du coup de récupérer les informations sur ma plateforme. Une fois qu'ils sont connectés sur la plateforme, ils ont un certain nombre d'endpoints. Donc là, vous avez toutes les API références du coup qui sont disponibles dans la collection Postman, qui leur permet du coup d'uploader des documents. Donc en l'occurrence, eux, dans leur cas d'usage, ils uploadent des backups, donc des fichiers. En général, c'est des fichiers Excel qui vont reprendre en fait des informations sensibles sur leurs employés et leurs fournisseurs. Donc là, je vais vous montrer un exemple typique. Donc je vais prendre un fichier ici. Vous voyez, par exemple, j'ai un fichier de backup qui fait à peu près 20 mégas. Et donc, en fait, alors toujours, je croise les doigts pour pas qu'il y ait d'effet démo. Donc, en fait, ils appellent du coup nos API. Et en quelques secondes, ces 20 mégas sont pris par nos API, fragmentés et dispersés entre les différents cloud providers. Je vous avoue que là, je n'ai pas testé ici. OK, bah forcément, l'effet démo qui arrive. Alors, attendez, je me reconnecte comme ça. Hop. Et je retente.
Donc du coup, vraiment, le principe, c'est d'automatiser la gestion de sauvegarde et de backup de données dans leur cas. Et ces données sont poussées vers nos serveurs. Et ben là, vous voyez typiquement, le document, le zip a été fragmenté, réparti entre plusieurs localisations. Bon, je l'ai appelé JSON, j'aurais peut-être pas dû l'appeler JSON. Je vais vous prendre un fichier plus petit que je vais appeler JSON, comme ça sera un peu plus visible aussi. Donc, c'est un autre cas d'usage aussi là qu'on a avec un autre client qui, lui, va plutôt stocker des données personnelles qui vont être liées, par exemple, à des objets connectés comme des montres qui vont remonter des informations en temps réel sur notre plateforme. Et donc, en l'occurrence, ces données, elles sont remontées. Une fois qu'elles sont remontées, ils ont la possibilité, du coup, bien sûr, de vérifier que les données sont bien disponibles. Donc là, vous voyez ici, je vois qu'il y a des fichiers qui ont été rajoutés, donc le fichier JSON. Je vais avoir la possibilité de reprendre ma liste des utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, je vais le partager avec Yostra. Une fois que j'ai récupéré ma liste d'utilisateurs, je vois qu'en l'occurrence, mon document, pour l'instant, il est partagé qu'avec moi. Je vais mettre à jour les règles de partage. Je vais le partager avec Yostra en Reader. Donc, je vois qu'elle est passée en Reader. Et j'ai la possibilité, bien sûr, à n'importe quel moment, de récupérer les informations du document. Donc là, vous voyez, ici, c'est le document que j'ai poussé. Donc, vous voyez, dans les deux sens, ça a pris quelques millisecondes de fragmenter le document, de le répartir sur 4 cloud providers, et après de ramener le document, de le reconsolider et de le remettre à disposition de l'utilisateur. Donc, c'est ça aussi la technologie qu'on a mis en œuvre qui est assez du coup performante d'un point de vue performance pure de reconstruction des documents, qui va permettre du coup de gérer même des données en temps réel. Donc là, si je me reconnecte sur ma plateforme, donc je rafraîchis, donc je vais voir les documents là qui ont été uploadés. Donc en l'occurrence, si je me rappelle bien, ici le document, il avait un ID qui commençait par C2, donc c'est celui-ci. Et donc on va voir que celui-là, en l'occurrence, il a bien été partagé avec Yostra, alors que le premier qui faisait plusieurs mégas que j'avais partagé au début, il n'a pas été partagé. Donc là, vous voyez, je peux le partager avec Yostra. De l'autre côté, il a déjà été partagé avec Yostra, qui est en reader. Donc là, du coup, maintenant, Yostra n'a plus qu'à se connecter à la plateforme. Donc, je pense que je lui ai créé un compte aussi, si tout se passe bien. Hop. Et donc, vous voyez qu'elle a bien accès à ce document. En l'occurrence, elle a la possibilité, au niveau de l'interface qui s'appuie, du coup, comme je vous disais, sur les API, d'aller télécharger ce document et elle aura accès, du coup, aux informations qui ont été backupées dans le système. Donc, tac. On retrouve exactement le même document qui a été reconstruit à la volée. Donc, ça permet vraiment d'avoir ce mécanisme qui permet d'avoir quelque chose qui s'apparente à du chiffrement, mais sans avoir besoin de gérer les clés et qui est réparti entre différents cloud providers. Une petite chose que je ne vous ai pas expliqué forcément dans la slide précédente, c'est que la fragmentation, en fait, elle est configurable pour définir un seuil à partir duquel on est capable de reconstruire des fichiers, des documents, des données, même si certains fragments sont manquants. Donc, en fait, ça s'appuie un peu sur le même mécanisme que les grappes de disque dur RAID que vous avez sur vos ordinateurs, mais en fonctionnement intercloud. Et donc, du coup, on va être capable de se passer totalement de un ou plusieurs clouds en fonction de la configuration qu'on a faite, ce qui permet notamment de basculer d'un cloud à l'autre, donc de ne pas avoir de problématique de lock-in si jamais le cloud décide pour une raison X ou Y de ne plus mettre à disposition la donnée, mais aussi de se protéger contre des défaillances systémiques d'un cloud provider, typiquement. Donc voilà, donc, pour résumer, donc on est une startup d'une vingtaine de personnes. On a été créé il y a un peu plus d'un an, bientôt 2 ans maintenant. Et comme je vous disais, on a la chance de travailler avec des grands groupes, notamment dans l'industrie du luxe, dans l'industrie du BTP, dans l'industrie de la gestion des identités des citoyens et aussi dans le retail. Du coup, on est une équipe de spécialistes sur la partie cryptographie et système distribué, donc, dont vous voyez un certain nombre de membres ici, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plus d'un an pour aboutir du coup à la solution que je viens de vous montrer. Donc merci beaucoup, je vous laisse la parole et je serai très content de répondre à vos questions.
Pejman, il me semble que tu avais des questions. Merci beaucoup, très intéressant. Question sur la partie résilience en termes de données. Une fois que les données, tu les as splittées, du coup, la version originale de la donnée n'existe plus. Ouais. C'est bien ça? Ouais. On n'a plus que les données splittées. Exactement. Et du coup, si certaines de ces données splittées disparaissent, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui se passe? En fait, on a la possibilité de définir un seuil au moment du déploiement du moteur de fragmentation. On définit un ratio. En fait, c'est souvent les technologies qui sont dans la catégorie IDA, donc dispersion, les algorithmes de dispersion. Et en fait, on définit un K parmi N. Donc, par exemple, là, dans le schéma que je vous ai montré, c'est un 3 parmi 4. Donc, on va dire, j'ai besoin de 3 fragments pour reconstruire la donnée. Ce paramètre-là, il est totalement définissable au moment du déploiement. Et donc, on pourrait dire 6 parmi 9, par exemple. Donc, en fonction du niveau de résilience qu'on veut avoir, on est capable de définir le bon seuil. Et après, la dispersion va avoir lieu sur d'autant de nœuds que nécessaire par rapport au nombre de fragments qui ont été construits. D'accord. Vous n'avez pas utilisé des standards déjà existants qui font déjà ce type de résilience? Alors, la technologie qu'on utilise de fragmentation, c'est un algorithme qui est un algorithme de gestion d'erreurs de code. Donc, ça, c'est apparenté à tout ce qui va être Reed-Solomon, zigzag error coding. Donc, on utilise des algorithmes mathématiques qui permettent de gérer ça. Et ça, c'est un algorithme de fragmentation qui est appliqué suite au shuffling de la donnée. Donc, en plus de ça, on applique une technique qui permet de faire en sorte que même en ayant un seul bout, on ne soit pas capable d'en extraire une information. OK. Eh bien, parfait. Du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième question, sur le challenge de la CNIL. Je ne l'ai pas compris. Alors, si les données sont splittées comme il faut, en l'occurrence, peu importe où est-ce que je les mets, je peux les mettre dans un coin de rue. Alors, ça ne change rien. Ça ne change rien. Si la personne n'est pas capable d'assembler l'ensemble de la donnée. Dans la mesure où, justement, on considère qu'il ne peut pas avoir une coalition entre un certain nombre de nœuds qui auraient l'information que ce fragment appartient à tel document. Imaginez que, justement, je mette un fragment dans votre main, un fragment dans la main de Camille, un fragment dans la main de Diosra, et à partir de 3, on est capable de reconstruire la donnée. Si vous êtes au courant tous les 3, par X ou Y raison, que vous avez un fragment qui est capable de reconstruire un document, ben vous pouvez vous mettre en commun, récupérer, recombiner les fragments. Alors bien sûr, il faudrait appliquer les mêmes algorithmes que ce qu'on applique, mais vous seriez en mesure de reconstruire la donnée. Donc il y a un choix. Que la clé de la reconstitution, c'est vous qui la détenez. Ouais, totalement. Donc même si on se met d'accord, nous trois, n'ayant pas la clé, on ne peut pas le faire. Oui, mais du coup, il faut avoir un niveau en termes de niveau de risque, il faut gérer aussi le cas où la clé aurait, entre guillemets, fuité. Enfin, c'est la recette, c'est pas vraiment une clé. Hein. C'est une recette de reconstitution. Vous vous êtes fait hacker. Ouais. La clé de votre côté est hackée. Et en plus, on se met d'accord. Totalement. Mais c'est ce genre de discussion qu'on parle avec quand on parle avec la CNIL. Pourquoi la CNIL et pas l'ANSSI? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la CNIL. La CNIL, c'est les données caractère personnel. Oui, alors du coup, c'est dans le cas où, par exemple, vous poussez au travers de nos API un document de JSON qui va reprendre une fiche d'identité d'une personne. On travaille notamment, un de nos clients, c'est du coup ceux qui impriment les passeports et les cartes d'identité. Peu importe, mais le cas d'usage, on laisse de côté. Je ne comprends pas. Ben, en fait, la CNIL va avoir une problématique à partir du moment où vous nous poussez de la donnée qui est de la donnée personnelle, est-ce que la fragmentation permet d'avoir le même niveau de sécurité vis-à-vis des cloud providers que du chiffrement? La donnée, elle est splittée, elle est chiffrée, on est d'accord? Ouais. Et votre protocole, il est audité? Alors, on est en cours de certification auprès de l'ANSSI pour avoir une CSPN. D'accord. Mais en fait, la question que se pose plutôt du coup la CNIL, c'est de savoir déjà, premièrement, où est le moteur de fragmentation, parce que c'est ce moteur de fragmentation qui va être capable du coup de recombiner la donnée. Donc, ils ont besoin. Ça, c'est chez nous, mais chez nous, chez un cloud provider, on le déploie. Enfin, c'est pas dans mon garage en tout cas. C'est j'ai pas un garage assez grand en tout cas pour avoir un data center dans mon garage. Donc là, on s'appuie sur les cloud providers. Dans un garage, oui, pas de mal. Mais tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, on s'appuie sur les partenaires avec qui on travaille. Donc, en l'occurrence, on a déployé ce module chez Scaleway, chez OVH, chez AWS, chez GCP. Et donc, en fait, la discussion qu'il y a avec la CNIL, c'est de savoir est-ce que
quand je fais de la fragmentation chez GCP, est-ce qu'on peut considérer que c'est valable parce que du coup, c'est eux à un moment qui ont accès à la donnée en clair. Et après, se pose aussi la question, je suis capable, si je connais l'algorithme et je suis capable d'identifier des fragments, il ne faut pas qu'il y ait une majorité de fragments chez des cloud providers qui sont soumis à des réglementations extraterritoriales comme le Cloud Act. Parce que techniquement parlant, ça voudrait dire que s'ils arrivent à recombiner la relation entre les fragments et le fichier d'origine, ils sont capables de reconstruire le fichier. Donc c'est ça. Oui, c'est quasiment impossible. C'est ça que j'arrive pas à... Soit il y a un doute dans l'algo, c'est ça que j'essaie de comprendre. Soit la CNIL a un vrai doute dans l'algo, soit par rapport à deux process que vous décrivez qui sont normés, hein, Ouais. et le split et la partie crypto, on a une maturité là-dessus. Donc si vous utilisez les standards du marché, c'est incraquable. Si vous l'avez géré comme il faut, votre plateforme. Alors du coup, juste la petite notion, je pense qu'il n'y a pas forcément par rapport à la crypto, c'est qu'on utilise un algorithme de crypto qui est du chiffrement symétrique, donc typiquement AES, avec la petite particularité, c'est que la clé de chiffrement, justement, vu qu'on est dans un mécanisme où on ne veut pas avoir de gestion de clé, la clé de chiffrement, elle est dispersée dans les différents fragments. Rien de... Non, mais j'explique du coup jusqu'au bout, Ouais. du coup. Je vais venir à la rescousse. Ah. Du coup, je suis Yosra, je suis la cofondatrice avec Gilles et Yaya, je suis la CEO d'AstraChain. Moi, j'ai un background plutôt juridique à la base. En fait, la question que la CNIL se pose, parce que comme ils ne connaissent pas encore bien cette technologie de fragmentation, c'est est-ce qu'une fois fragmenté et chiffré, c'est encore de la donnée personnelle ou pas? Pour savoir s'il faut encore appliquer par-dessus tous les processus préconisés par la CNIL et par l'European Data Protection Board. Et nous, on est en train de discuter avec eux pour essayer de les convaincre que non, ce n'est plus de la donnée personnelle. Et c'est sur ce point qu'ils se posent la question, en fait. Donc, ils confirment qu'on est au minimum aussi bien sécurisé que du chiffrement, voire mieux, puisque c'est fragmenté en plus. Mais ce qu'ils ne savent pas encore dire, c'est les lois ne sont pas encore prêtes, en fait. Est-ce que, du coup, ce n'est même plus de la donnée personnelle? Parce que, du coup, vu que c'est... d'ailleurs, du point de vue du Cloud Act, c'est un point super intéressant. D'ailleurs, d'actualité en ce moment, les cloud providers américains, les hyperscalers, ils peuvent même répondre à leur gouvernement qu'ils ne sont pas possesseurs de la donnée parce qu'ils n'ont qu'une donnée parcellaire, chiffrée, illisible. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas lequel de nos clients nous a confié cette donnée. Donc, en fait, on amène une solution pragmatique qui permet de se protéger contre le Cloud Act, mais simplement, forcément, comme c'est une solution innovante, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être là aujourd'hui, il faut qu'on l'explique au plus grand nombre et qu'on ait l'adhésion aussi des organismes comme l'ANSSI, comme la CNIL, qui viennent valider techniquement et juridiquement notre solution. J'ai hâte que votre plateforme... Vous la mettez en mode open hacking pour que la communauté puisse le hacker ou pas? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de programme de bug bounty. On a un programme de pen test, donc où c'est des externes avec qui on a des contrats. Mais dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année, on mettra un programme de bug bounty. Ça fait partie de notre roadmap cyber pour le coup, ça. Il y a des personnes qui sont intéressées pour venir nous hacker, justement. D'accord. Bonjour, Marcio pour BPI. Ma question est très simple. J'ai compris là qu'on va chiffrer, obfusquer la donnée et on va envoyer sur des clouds qui sont différents, qui va être les clouds de propres clients, j'imagine. Alors, pas forcément, parce que je vous donne un exemple. On discute avec une boîte dans l'industrie du luxe. On a besoin d'avoir minimum 3 nœuds. C'est-à-dire pour que ça soit effectif, on a minimum besoin de 3 nœuds. Il y a des entreprises qui ont souvent 2 cloud providers avec qui ils ont des partenariats. Et donc, du coup, ils ont besoin que nous, on aille leur amener du coup un autre cloud provider. Donc, ce n'est pas forcément toujours sur leur base de leur contrat. Ça peut être un mix entre leur contrat et nous, un contrat qu'on a directement avec le cloud provider. Ça marche, très bien, c'est bien pour cette question. Mais l'autre question que je me pose, parce qu'on voit ici une batterie des applications, des plateformes différentes qui font plutôt l'analytics, etc. Vous avez
au début de votre présentation, parler des clés de chiffrement, qui clés de chiffrement ne sont pas bien parce qu'il ne faut pas faire la confiance dans les cloud providers, etc. Même si on héberge chez nous la clé. Mais la question, si vous chiffrez la donnée, vous obfusquez la donnée, vous la partagez dans tout le monde, les données, elle est impraticable, vous ne pouvez pas travailler avec les données. Comment est-ce que votre société regarde cet axe, par exemple? Imagine qu'on a on va parler d'un vraie vie là. On a une base de données DB2 il a des pétabytes de données. Je la balance en parquet sur S3 et je vais la chiffrer. Si je chiffre avec votre application, personne ne va faire de la BI. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Alors, oui, il y a une solution pour ça. En fait, nous, on va être plutôt sur le stockage sécurisé. Donc, on va plutôt être sur vraiment la valeur qu'on va apporter sur la fragmentation. Ça va être sur le fait de déposer cette donnée chez un tiers auquel on n'a pas totalement confiance. Après, quand on la recombine, une fois qu'elle est recombinée, on est capable de l'ingérer par n'importe quelle technologie. Donc, on pourrait très bien, par exemple, aller stocker sous forme d'objet et après de mettre un presto en face pour que le presto expose ça sous forme SQL, sous forme de n'importe quelle technologie qui va être d'ailleurs reconsommable par des tableaux de bord. Je comprends, mais si vous la combinez la donnée et que vous la ramène sous les cloud providers, c'est ça le but, hein? Elle est pas chiffrée. Donc, du coup, elle a moins de restrictions qu'il était s'il était chiffré avec les clés du cloud provider. Parce que quand tu ramènes, elle est plus chiffrée et elle est plus partagée. Parce que si vous ne mettez pas la donnée comme ça, vous ne pouvez pas utiliser Athena ou Presto ou des autres pour justement faire des requêtes au-dessous. Donc, du coup, c'est quoi les paradigmes là? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour avoir toute cette sécurité qui vous parlait et que les gens ils arrivent à continuer à travailler avec la donnée? Parce que la donnée chiffrée ou obfusquée, tu ne peux pas la travailler. Ouais, alors, du coup, ça va dépendre des cas d'usage pour le coup. Là, il y a un certain nombre de cas d'usage. Je vous ai parlé du backup, je vous ai parlé des données temps réel qui vont être utilisées par exemple, des consommateurs qui auraient besoin d'accéder à leurs informations, de la récupérer, de la modifier. Donc là, on va être plus sur c'est l'utilisateur qui a besoin d'aller déposer la donnée et la récupérer. Donc, juste faire quelques allers-retours comme ça, même si ça peut être en temps réel. Si on a besoin de faire du traitement dessus, c'est un deuxième sujet. Là, si on a besoin de faire du traitement, nous, on est capable de la restituer à n'importe quel endroit. Et du coup, à partir du moment où vous êtes dans votre zone de confiance, là, vous pouvez faire votre traitement. Mais du coup, ça ne devient plus notre périmètre à nous de savoir où est-ce que vous placez votre zone de confiance. Donc, si vous, par exemple, vous considérez que Athena, AWS, est une zone de confiance, fine, c'est votre point de vue. Si par contre, comme certains de nos clients, vous considérez que c'est que on-prem votre zone de confiance pour pouvoir faire votre traitement, ben là, vous pouvez la récupérer on-prem et vous faites votre traitement on-prem. Ça marche, merci. De rien. Merci. Alors, je vais juste en profiter pour poser la question de Zied dans le chat, Ouais. le temps que mes messages disparaissent. Question pour AstraChain, quels sont les avantages par rapport à une solution qui propose de gérer les clés de chiffrement par simple connexion au compte, type MetaMask Wallet? Alors, je vais revenir justement sur cette partie parce qu'on est très inspiré des technologies blockchain, que ce soit sur la fragmentation, la répartition et d'avoir plusieurs nœuds, cette décentralisation. La grosse différence, c'est que la plupart des technologies actuelles qui sont genre type MetaMask, Ledger, etc., ne proposent pas de chiffrement. Si je reviens vraiment sur les mécanismes purs qui sont portés par la blockchain, ou par MetaMask ou par Ledger, c'est des clés de signature. Donc en fait, ça ne permet que d'authentifier un utilisateur. Ça ne permet pas de se désensibiliser de la donnée. Donc en fait, nous, on va pouvoir être en combinaison avec eux pour identifier un utilisateur et l'authentifier. Donc si par exemple on considère qu'on a des clients qui vont considérer que une clé Ledger ou une clé physique, c'est un bon moyen d'authentifier de façon sécurisée un utilisateur, là ça on va pouvoir nous l'intégrer dans toutes nos couches de vérification de l'authentification de l'utilisateur. Par contre, ces clés-là et ces mécanismes-là ne permettent pas de sécuriser la donnée à proprement parler. Donc alors je ne sais pas si Ziad, ça répond à votre question, mais donc du coup, c'est complémentaire parce que du coup, toutes ces technologies là dont vous faites référence, on va plutôt être sur la partie authentification et nous, on va plutôt être sur la sécurisation de la donnée, notamment pour la déposer et qu'elle soit sécurisée à Trust. Ça répond à la question à peu près? On ne sait pas. Voilà, sinon il va pour allumer son micro. Et du coup, j'ai juste une petite question qui rejoint ce que disait Marcio. Si j'ai bien compris, vous travaillez principalement avec des API pour faire cette partie de chiffrement. Qu'est-ce que vous êtes capable d'avoir comme performance sur des volumes de données un peu plus gros si on commence à travailler plutôt avec des grands batchs et sur des problématiques de data warehousing? Ok. Est-ce que vous le supportez? Alors, du coup,
Moi, je peux vous montrer un truc. Alors, après, on est sur un niveau de volume de données qui va vous donner des petites idées. Donc, ça, c'est des tests que j'ai schedulés hier, typiquement. Ouais, même entre aujourd'hui et hier. Je ne partage pas mon écran. C'est une bonne idée que vous voyez mon écran si je veux essayer de montrer quelque chose sur mon écran. Hop. Donc ça, c'est un test que j'ai exécuté du coup, donc je vous disais entre hier soir et aujourd'hui, pour vous montrer un peu le niveau de performance. Donc là, on est sur la première barre, on est sur des documents tout petits de quelques kilos. Je crois que c'est 1 ou 2 kilos. Et après, là, on commence à passer sur du méga. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'à du giga, parce que de toute façon, quand on va sur des très grosses volumétries de données, on va paralléliser, on va envoyer ça en plusieurs, en multipart avec plusieurs chunks de fichiers. Mais juste pour vous donner un peu d'évolution en termes de performance. Donc là, on est sur des quelques kilos. Là, on est sur 2 mégas, 4 mégas, 8 mégas, 16 mégas, 32 mégas. Donc là, le temps moyen de response time, vous le voyez en termes d'évolution. Donc quand on est sur des quelques kilos, grosso modo, le traitement, juste tous les traitements, récupérer la recette, faire tous les traitements, ça nous prend moins d'une demi-seconde. Quand on est sur quelques mégas, on est entre 1 seconde et 6 secondes. En écriture ou en lecture? En écriture. La lecture, c'est beaucoup plus rapide. J'ai fait exprès d'utiliser le cas d'écriture parce que c'est celui qui est beaucoup plus long qu'en lecture. Donc là, typiquement, ça vous donne une petite idée du coup du niveau de performance qu'on est capable d'atteindre en sachant qu'il y a moyen de gérer de la parallélisation derrière pour des très très gros volumes de données de plusieurs gigas typiquement. Merci. De rien. Bonjour, Dominique de BPI. Bon, j'avais un peu la même question sur la performance. Si on vous fait 1000 appels secondes, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, en fait, dans l'architecture que je vous ai montré, la partie fragmentation est totalement stateless. C'est-à-dire que juste, elle va récupérer l'information de la requête, elle va aller récupérer les fragments, elle va recombiner les fragments. Donc en fait, si on a 1000 requêtes, on rajoute des nœuds horizontalement, de plus en plus de nœuds, et du coup, on est capable de gérer de plus en plus de requêtes. D'accord. Imaginons la donnée est fragmentée sur AWS, GCP, Azure. Il y a un cloud provider qui a un incident majeur. Je veux récupérer la donnée. Alors, est-ce que je peux récupérer la donnée? En lecture, du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au niveau du seuil qu'on va définir entre le nombre de fragments totaux qui vont être générés par le moteur de fragmentation et le nombre de fragments minimum dont on a besoin pour reconstruire la donnée. Donc ça, c'est paramétrable. Là, par défaut, sur l'environnement que je vous ai montré, on était sur 9 fragments. On a besoin de 6 fragments parmi 9 pour reconstruire. On est capable de définir du coup le modèle qu'on veut en fonction des typologies de risques sur lesquelles on veut se protéger. Ok, et en termes de coûts, parce qu'un des coûts cachés quelque part des clouders, c'est l'ingress, c'est quand on sort de la donnée, là vous allez tout sortir pour remettre un point central et après la renvoyer à votre client. Ouais. C'est quoi le pricing derrière? Alors, ouais, Ouais. il y a du computing en plus. Donc nous, le modèle de coût, en fait, tout est inclus dedans, dans le sens où on va vous fournir la plateforme et après, vous allez avoir deux caractéristiques qui vont permettre de définir du coup la partie variable du prix, qui va être les volumes de données stockées et les transferts de données. En fait, nous, on optimise derrière pour que ça soit que ça coûte le moins cher. En l'occurrence, on va, d'un point de vue FinOps, on est obligé de façon de travailler avec tous les cloud providers parce que le modèle lui-même veut que justement on répartisse entre les cloud providers. Par contre, on n'est pas obligé de déployer tous les modules chez tous les cloud providers ou d'utiliser tous les modules chez tous les cloud providers. En l'occurrence, celui qui va avoir beaucoup d'égresses, c'est le moteur de fragmentation. Parce que lui, il reçoit tout, il recombine et il renvoie. Et donc, sur ce moteur de fragmentation, on va plutôt privilégier les cloud providers qui nous permettent d'avoir le moins d'égresses possible. Donc, en l'occurrence, en plus, ça tombe bien, parce que c'est la plupart du temps les cloud providers avec qui on a justement les discussions de c'est mieux de travailler chez eux vis-à-vis de la RGPD, donc comme Scaleway ou OVH. Ok, juste pour finir, toujours en termes de perf, vous avez des SLA, 99 percentiles par exemple, de temps de réponse de récupération d'une donnée? Alors, je ne crois pas qu'officiellement sur nos contrats on ait ça, mais ça, je pense que c'est plus la partie juridique. Peut-être que Yosra pourra vous apporter des réponses. Mais par rapport à ce que je vous ai montré, les stats là, ici, ça c'est du P95. Hein. Les stats que je vous partage toujours mon écran ou plus? J'ai toujours un problème avec le partage d'écran. Hop. C'est du P95, mais voilà, qui est affiché dans le cadre d'un test. Le comportement client ne sera pas forcément le même.
Alors là, c'est sur un test sur un environnement de prod où j'ai exécuté mon test depuis un autre cloud provider. Donc il est lancé depuis AWS et il va taper sur Scaleway. Et après, Scaleway va taper sur tous les cloud providers. Donc on est en condition réelle en fait là, le test qui est en train de se passer. Donc on est juste sur l'environnement pré-prod, parce que du coup, j'ai préféré le faire sur l'environnement pré-prod que l'environnement de prod. Mais l'environnement de pré-prod est ISO-prod. Donc on a exactement les mêmes dimensionnements. D'accord. Je pense que j'ai encore une petite question. Il nous reste un peu de temps ou pas? Pour revenir sur le point de Pageman, si vous faites un bug bounty ou des choses comme ça, là, aujourd'hui, finalement, on vous file nos données. C'est vous qui en êtes les propriétaires. Si vous avez un défaut de paiement sur les clouders, peut-être qu'ils peuvent éteindre les ressources correspondantes. Donc, c'est quoi les garanties qu'on peut avoir? Alors, sur la partie, là, ça revient un peu sur la question précédente par rapport au déploiement. En fait, on n'a pas de religion par rapport à ça. Dans le sens, le déploiement peut très bien être fait sur vos propres instances que sur nos instances. À partir du moment où ça respecte un certain nombre de prérequis, donc notamment pouvoir être déployé sur un serveur, un cluster Kubernetes. Donc nous, en interne, on utilise du K3S, mais on l'a déjà déployé chez OVH, notamment sur du K8S Managé. Donc en fait, technologiquement parlant, on pourrait le déployer sur vos propres infrastructures. Et donc là, on serait sur un mode plus, nous, on fournit le soft, vous le déployez, vous le managez. Donc après, ça va vraiment dépendre du modèle d'opération que vont vouloir chacun de nos clients. Est-ce qu'ils sont plutôt sur, ils veulent une offre packagée clé en main avec tout qui est managé par AstraChain, ou est-ce qu'au contraire, ils veulent s'appuyer sur des cloud providers ou gérer même, on a même eu certains de nos prospects ou clients qui veulent avoir certains modules sur leur propre on-prem, sur leurs propres infrastructures de cloud privé. Ok. Et dernière petite question, imaginons on veut supprimer une donnée pour du RGPD ou peu importe. Qu'est-ce qui nous assure qu'elle est vraiment supprimée? En fait, ça, du coup, on va s'appuyer sur les cloud providers pour gérer la suppression des fragments. Après, si jamais on veut aller plus loin, on pourra aller justement sur des cloud providers qui sont capables de fournir des preuves de suppression. Mais ce n'est pas nous directement qui allons faire, vu qu'on ne détient pas l'infrastructure. À part dire, on a exécuté le process auprès des cloud providers. Sinon, c'est la responsabilité du cloud provider de fournir ces preuves-là. Ok, merci. Très clair. Encore des questions à distance ou ici? Il y avait Zied, du coup, qui a posé la question. Est-ce que tu peux allumer ton micro et poser la question? Il peut pas? Il a un empêchement pour le micro. Et donc, sa question est? Alors, il disait, par rapport à un chiffrement avec gestion des clés, si on parle vraiment des clés de chiffrement et pas de signature, qu'est-ce que ça apporte? Du coup, on n'a pas la problématique d'être sur des clés qui vont être centralisées quelque part. Tu as parlé d'AES. Oui. Donc, chiffrement. Oui. Mais ce que j'ai dit, du coup, que c'était un AES un peu particulier, où la clé est, une fois qu'on a chiffré, en fait, ça se base sur de l'AES, sauf que la clé, elle est éparpillée dans le chiffré. Oui, ok. Donc, du coup, on est capable de reprendre la clé. Donc, en fait, la clé, du coup, elle-même se retrouve. Symétrie et dissymétrie dissymétrie pour la clé, symétrie pour le chiffrement. La clé, c'est tout en symétrique. Même la clé? Oui. L'AES, c'est du symétrique. Okay. Et du coup, juste la petite particularité, Zied, par rapport à votre remarque, c'est que du coup, cette clé, elle se retrouve éparpillée dans les fragments. Donc, en fait, on n'a pas ce risque de j'ai perdu le device sur lequel repose la clé et je suis peu capable de reconstruire la donnée. En fait, on va se baser sur l'authentification plus ou moins forte de l'utilisateur pour être capable de recombiner les fragments. Et quand on recombine les fragments, on récupère la clé qui est dispersée, et etc., etc. Il y a beaucoup d'opérateurs data, fournisseurs de solutions entre hier et aujourd'hui, avec qui vous travaillez? Dans la salle? Ouais, enfin, dans la salle virtuelle. Donc ça, c'est plus sur la partie partenariat technologique. Qui aujourd'hui, dans les gens qui sont venus pitcher ou ils vont pitcher, ils disent, voilà, vous avez un partenariat avec eux, vous travaillez avec eux. Alors, on a des discussions avancées avec des nodos. D'accord. On travaille aussi avec des SaaS players. Donc, on a des discussions avancées. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire. Eh bien, ne dites pas ce que vous Non, n'avez mais pas parce le droit. que du coup, ouais. Ouais, du coup, on a des discussions avancées avec Salesforce. D'accord.
Voilà, on travaille avec des éditeurs de logiciels de façon générale parce qu'on est un cran plus bas. Nous, dans les acteurs data qu'on a vus dans la séquence-là, non. Ouais, parce que quelque part, les équipes data sont amenées à travailler avec ces opérateurs. Alors, soit on prend les cloud providers, OVH qui sont à distance, soit connectés, soit ici dans la salle, voire les autres qu'on a cités. Et puis après, on monte dans la chaîne. Oui. Tout à l'heure, on aura Snowflake, on a vu Databricks, on a vu DataIQ. Oui. Oui. Donc déjà, premièrement, évidemment, on serait ravis, hein, on est aussi là pour ça, d'enclencher des conversations avec ceux qui nous découvrent peut-être aujourd'hui parce qu'on est encore tout jeune. Et ensuite, d'un point de vue stratégie, go-to-market et focus de nos équipes qui sont encore quand même relativement limitées, en fait, on a volontairement voulu axer sur d'abord gérer la donnée sensible corporate, donc des cas d'usage autour de la donnée RH, de la donnée finance. Et on va progressivement aller vers le big data. Donc, on est très intéressé d'avoir des conversations et que vous nous aidiez aussi à faire sauter les éventuels verrous techniques qui resteraient à mettre en œuvre. Donc, c'est dans notre roadmap et on serait ravis d'échanger. Après, on a eu des appels entrants et c'est pour ça que j'ai dit à Gilles OK pour parler de Salesforce, c'est qu'il y a des éditeurs aujourd'hui B2B SaaS qui manipulent des données plus petites et très sensibles et donc où on a déjà exactement le niveau de performance qu'ils attendent. Et donc, nous, on peut les aider parce qu'aujourd'hui, ils ont un problème dans leur relation de confiance avec leurs clients, en particulier les grands comptes européens, qui ne souhaitent pas leur confier certaines données. Et donc, nous, on peut jouer un rôle d'intermédiaire dans cette relation en ajoutant une option de confidentialité sur certaines données pour débloquer des beaucoup plus gros contrats que ça. Donc c'est un point important, c'est que notre objectif, c'est pas de gérer toutes les données de tout le monde. On ne s'occupe que de la donnée sensible, donc la donnée qui mérite ce niveau-là de protection. Et on met tout en œuvre pour rendre le plus facile à consommer possible notre solution pour qu'elle s'intègre justement, j'espère, dans un futur proche avec des Snowflake, des DataIQ, des Denodo, etc. Question rapide, oui. On a parlé des clés de chiffrement, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais et des services de type HSM, là, niveau FIPS, niveau 143, là, machin. Est-ce que votre produit il est plus sûr qu'une boîte fermée là dans le cloud provider, que c'est quand même reconnu pour des standards de marché, même sur les médicales, même sur même la NASA, je pense qu'ils utilisent ça. Donc, est-ce que vous êtes plus secure? Alors, d'un point de vue purement crypto, on utilise des algorithmes qui sont équivalents, donc on a le même niveau de sécurité. Après, la question se pose sur la gestion, plus la gestion des clés, parce que justement, la partie HSM, c'est une enclave sur laquelle les clés ne sortent jamais. Donc, la différence, c'est qui va aussi avoir la main sur ce HSM. Donc, typiquement, par rapport aux discussions qu'on a avec la CNIL, alors, je sais aussi les discussions avec l'ANSI d'un point de vue sécurité, mais de toute façon, c'est les recommandations qui sont faites aussi de façon générale, qui sont de dire il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes qui ont accès aux clés et qui ont accès à la donnée. Et en fait, un cloud HSM ou un HSM qui est hébergé chez un cloud provider, alors oui, sur le papier, du coup, il y a des clauses contractuelles qui vérifient que personne d'autre n'a accès, mais technologiquement parlant, ils ont la possibilité de reconstruire la donnée parce qu'ils ont accès aux clés. Donc, il faut bien séparer la partie clé de la partie donnée. Et donc là, si on sépare les deux, on est sur les mêmes niveaux du coup de sécurité que ce qu'on va pouvoir apporter, avec par contre la contrainte de se dire, ben, je vais devoir du coup avoir un partenaire qui est spécialiste sur la gestion des clés et souvent qui va proposer des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc on va avoir aussi cette différence où on est plus accessible et donc notamment sur certaines typologies de données, ça va aussi être une bonne façon de traiter la problématique. Un grand merci. Merci d'avoir joué le jeu sur les challenges. Ben, merci à vous. Rendez-vous à mes copains. Alors, il y a une communauté au même titre qu'il y a une communauté de data scientist, data ing, communauté cybersécurité en France est assez riche. Donc effectivement, ça vaut le coup de se faire challenger par une communauté. Totalement. Ce serait intéressant. OK. Merci. Thanks.